Ton objectif, c'est de réussir ton GR20? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut la team, aujourd'hui je te propose un question-réponse afin que tu te prépares au mieux pour réussir ton GR20. Toutes les questions sélectionnées sont la résultante de plusieurs trekkings de GR20 que j'ai effectués en solo ou en groupe. Je te propose de passer dès maintenant au questionnaire. Alors on attaque, première question, pourquoi avoir fait le choix de faire le GR20? Alors comme la plupart d'entre nous, on est tous attirés par ce challenge. C'est un tracé qui est mythique, c'est un tracé qui a été fait au plus près de la ligne de partage des eaux de la Corse. Et puis ce qui m'a attiré vraiment, c'est son côté sauvage, c'est la découverte du peuple, la gastronomie et surtout son côté technique. Voilà un petit peu pourquoi je me suis dirigé sur le GR20. Alors deuxième question, quel est le matériel nécessaire pour réaliser ce trekking? Alors je ne vais pas passer en revue tout le matériel nécessaire pour réaliser ce trekking. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans sur les préparatifs du GR20 où j'explique tout ça. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Je vous mets aussi en lien comment bien choisir sa paire de chaussures de montagne. C'est important. Le choix de la paire de chaussures va être crucial. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo et je vous mets aussi en lien préparer sa trousse de secours, de randonnée. Voilà, comme ça vous avez tous les éléments. Bien sûr, dans le matériel général, pour ceux qui dorment en tente, il va falloir tout le système de couchage, donc tente, duvet, tapis de sol. Il va vous falloir quelque chose pour faire chauffer votre nourriture, la nourriture lyophilisée pour ceux qui le font en autonomie complète. Il faudra bien sûr tout un système vestimentaire 3 couches pour affronter un petit peu les intempéries. Il vous faudra un sac à dos pour tout mettre dedans, des bâtons de marche, vos papiers d'identité, l'assurance, la carte bleue, le liquide. Très important en Corse, le liquide, car on paye pratiquement tout en liquide. La carte bleue n'est pas acceptée partout, faites attention. Voilà, mais le matériel, consultez les liens des vidéos sous cette vidéo, vous verrez, vous serez complet en termes de connaissances. Alors, troisième question, quel est le budget global pour réaliser le GR20? Alors, tout dépend du nombre de jours, bien sûr, que vous allez avoir besoin pour réaliser votre GR. Si vous le faites en 5 jours, ça coûtera moins cher que si vous le faites en 15. Et puis, tout dépend aussi du mode auquel vous allez le faire. C'est-à-dire, si vous prenez un mode tout en refuge, ou un mode en autonomie complète, ou un mode en semi-autonomie. Donc, je vais vous donner 3 budgets et à chaque fois que je vous les donnerai, ça sera les budgets journaliers. Donc pour le mode tout en refuge, il vous faudra à peu près un budget de 65 € qui va couvrir en fait le couchage et qui va couvrir tous vos frais de repas. Petit déjeuner, repas de midi et repas du soir. Après vous avez le mode bivouac ultra léger en semi-autonomie, donc là vous serez autonome pour le couchage. Par contre, vous serez obligé de mettre votre tente au niveau des zones de bivouac, donc c'est-à-dire refuge ou bergerie. Et là, il va s'appliquer une taxe, c'est environ 7-8 € à payer directement auprès de la bergerie ou du refuge pour pouvoir installer votre tente. Et ensuite, il vous faudra juste prendre les repas. Donc là, il va falloir compter à peu près pour ce mode-là, en bivouac ultra léger semi-autonomie, 50 € au jour. Ensuite, vous avez le mode autonomie complète. Autonomie complète, c'est pareil. Pour mettre votre tente, ça sera obligatoire au niveau des refuges ou des bergeries. Donc, il faudra payer la taxe. Plus un tout petit complément pour subvenir à des trucs que vous aurez un petit peu oubliés au niveau de l'alimentaire. Donc, j'ai compté 3 € au jour. Donc, ce qui vous fera un total par jour pour l'autonomie complète de 10 €. Voilà un petit peu ces budgets sur ces 3 modes-là de fonctionnement. Ensuite, vous devez ajouter à votre budget tout le transport. Vous venez certainement d'une région en France ou à l'étranger. Il faudra comptabiliser ce transport-là, plus le transport de l'aéroport ou de la gare maritime jusqu'au point de départ et le retour à la maison. Voilà un petit peu le budget. Alors, quatrième question, quelle préparation physique avant le trekking et le mental? Oui. Alors les deux vont un peu de pair, hein. Vous vous entraînez physiquement, mais par contre il faut bien garder un mental bien fixé un petit peu sur votre objectif, qui est le GR20. Donc l'entraînement physique, pour ceux qui ont la chance d'habiter en montagne, prenez votre sac à dos, puis vous allez randonner directement, vous tapez un peu de dénivelé, puis ça fera l'affaire, sans aucun problème. Le meilleur entraînement, bien sûr, ça sera la randonnée. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les montagnes à côté de chez eux, qui habitent dans une région plate,
eh ben, vous n'avez pas 36 000 solutions. Il va falloir faire quelques footings par semaine, donc 2 à 3 entraînements footing par semaine d'environ 45 minutes à 1h20, 1h30. Ensuite, n'hésitez pas à faire quelques montées d'escalier, descentes d'escalier, montées d'escalier, descentes d'escalier pour muscler un petit peu vos membres inférieurs. Ça va être très important. Ensuite, pour tout le monde, ceux qui sont à la montagne et ceux qui sont en plaine ou en ville, il va falloir vous entraîner avec votre charge complète sur le dos. Et oui, c'est pas le premier jour de trek qu'on va mettre le sac sur le dos et puis dire bah mince, ah oui, il fait quand même 10-11 kilos, ah oui c'est un peu lourd. C'est avant qu'il faut s'entraîner un petit peu avec le sac. Donc je préconiserais un entraînement semaine afin d'habituer un petit peu votre corps à cette charge. Ne soyez pas surpris. Ensuite, n'hésitez pas à faire du repos parce que le problème c'est que bien sûr l'entraînement est important mais pour reconstituer un petit peu les fibres musculaires etc. il va falloir se reposer. Et ce que je vous conseille, une semaine avant votre départ, vous ne faites absolument rien, vous restez au calme, tranquille pour y aller dans de très bonnes conditions. Alors, 5e question, quel poids de sac tu nous conseilles en charge complète? Alors le poids du sac c'est vraiment la clé de la réussite. Si votre sac il est trop lourd, vous risquez de ne pas aller au bout, d'être démoralisé et puis d'abandonner en chemin. Vous allez peut-être certainement vous blesser dû à la charge trop lourde que vous avez sur le dos. C'est pas bon. Donc tout va passer par cette charge. Il y a une théorie, voilà, on préconise, c'est une théorie hein, bien sûr, on préconise 20% de notre poids pour la charge du sac. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, pour quelqu'un qui fait 65 kg, le calcul nous amène à 13 kg de charge complète pour le sac. Quelqu'un qui fait 80 kg aura un sac de 16 kg. Ça, c'est de la théorie. Ensuite, moi, je me vois mal porter un sac de 13 kg ou même de 16 pendant 10 jours. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de baisser au maximum cette masse. Essayez de vous approcher aux alentours des 10 kg et vous verrez que là vous allez vraiment vous faire plaisir pour votre GR. C'est le poids du sac, c'est vraiment clé, c'est votre réussite. Donc mettez votre poids aux alentours des 10 kg et vous verrez que vous allez aller très très loin sur le tracé, certainement jusqu'à la fin. Alors, question suivante, quelle stratégie adopter pour le départ du trekking? Il va falloir savoir que vous avez fait un voyage pour arriver jusqu'au point de départ. Voilà, donc si ce voyage a été fatigant, tous ces transports en train, en bateau ou en avion vous ont un petit peu fatigué, n'hésitez pas à reporter votre départ. Voilà, si vous êtes crevé, le mieux c'est de vous reposer avant le départ. Ensuite, ce que je vous préconise, c'est un départ maximum le matin avant 11 h. Si vous arrivez pour une raison X ou Y sur le lieu de départ aux alentours des 15-16 h, sachez que c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Vous allez partir, vous allez certainement randonner de nuit et vous risquez une blessure ou pire. Donc prévoyez un départ en matinée, ça sera préférable. Ensuite, sur le parcours, lorsque vous allez partir, sachez que ça va durer longtemps. Donc ne partez pas comme des fusées. Il va falloir adopter un rythme lent, régulier et y intercaler en fait des pauses. Si vous savez que votre première étape va faire 6 heures ou 7 heures, vous faites une pause tous les 1h30 ou toutes les 2 heures. Et ça va être très bénéfique pour vous et comme ça, vous allez acquérir un rythme jour par jour et vous allez arriver jusqu'à la fin de votre GR. Alors question 7, en quel mode tu as choisi de le faire? Autonomie complète, bulle ou refuge? Alors ça c'est une très bonne question. Moi toutes les fois que j'ai réalisé le GR20, j'en suis à peu près au 4e ou au 5e, j'ai toujours utilisé la même technique, c'est le bivouac ultra léger en semi-autonomie. Voilà, pour moi le bivouac ultra léger en semi-autonomie c'est la légèreté et la liberté. Voilà. Le peu de contraintes que tu as, c'est l'alimentation, c'est de te ravitailler au niveau des refuges, mais actuellement en Corse, c'est vraiment bien achalandé. Ça aurait été la même chose, la même question dans les années 2000. Là, on serait plutôt parti sur une autonomie complète. Mais là, actuellement, c'est nickel. Voilà, moi je préfère
personnellement le bivouac ultra léger. Ensuite, comme mode, tu as le mode refuge. L'avantage, c'est que tu ne vas pas porter beaucoup et puis tu n'as pas à te soucier de tes repas, tout se passe au niveau des refuges. Voilà. Ensuite, le mode autonomie complète. En autonomie complète, c'est liberté, mais par contre, le sac sera lourd. Pourquoi? Parce que tu auras ton système de chauffage, tu auras bien sûr ton couchage et tu as toute ton alimentation, même si c'est en lyophilisé, faut compter le nombre de jours, donc il y aura quand même une certaine masse dans le sac. Voilà un petit peu les trois modes, mais moi pour ma part, je préfère toujours le faire en bivouac ultra léger et en semi-autonomie. Alors, question suivante, en combien de jours se réalise le parcours? Alors, le topo guide de la Fédération française de la randonnée pédestre le découpe actuellement, le nouveau topo guide, en 16 étapes. Voilà, ça c'est la partie officielle entre guillemets. Il faut savoir que suivant vos capacités physiques et puis votre entraînement en amont et puis le mode auquel vous avez choisi, donc c'est-à-dire refuge, bivouac ultra léger ou autonomie complète, voilà, c'est ce qui va jouer un petit peu sur le nombre de jours que vous allez avoir besoin. Quelqu'un qui le fait en autonomie complète va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de jours parce qu'il sera plus lourd, donc il va être un tout petit peu plus lent. Celui qui sera en bivouac ultra léger va être peut-être un peu plus rapide parce qu'il va être un peu plus léger. Ceux qui sont en refuge vont avoir la contrainte d'arriver au refuge où ils ont réservé. Si vous avez choisi de le faire, je ne sais pas, de doubler les étapes par exemple, eh ben, il va falloir vous y tenir au maximum. Pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas. Entre les refuges, ils arrivent toujours à s'arranger, mais par contre, vous êtes contraint, pour ceux qui font du refuge, d'être toujours, d'arriver toujours au refuge et d'arriver à l'heure. Hein. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Vous arrivez à l'heure, vous avez votre couchage, vous n'arrivez pas à l'heure, vous risquez toujours d'avoir un couchage, mais peut-être sous tente. Le gardien s'arrangera toujours, mais voilà. Et puis pour le repas, c'est pareil. Le repas, c'est servi entre 18h et 19h. Donc si vous arrivez trop tard, le repas, vous prenez en cours. Donc voilà, le refuge, c'est quelques contraintes. Donc, au niveau du temps de parcours, je vais vous donner une réalisation moyenne. Moi, je vais prendre mon exemple. La première fois que je l'ai fait en 7 jours. Mais 7 jours, c'est pour ceux qui veulent faire un chrono. Moi, je ne me rappelle même plus des noms d'écoles lorsque je suis passé. Enfin, je me rappelais absolument de rien. Et ensuite, l'année d'après, ou la même saison, je ne m'en souviens plus, je crois que je l'ai refait et je l'ai effectué en 11 jours. Ensuite, je l'ai refait encore une fois en 12 jours et la dernière fois en 2018, j'ai emmené une équipe et là, on l'a fait en 10 jours. Donc, grosso modo, pour une personne entraînée, que ce soit en refuge ou en bivouac ultra léger, je ne parle pas du mode autonomie complète, ce sera un peu plus lourd, mais il faudra compter entre 11 et 13 jours pour réaliser votre GR20. Je parle pour des personnes entraînées. Voilà. Mais si vous êtes en vacances à la cool, dans un mode découverte, voilà, prenez votre temps et puis comme ça vous serez contemplatif et puis vous découvrirez un petit peu ce parcours sans que ça soit le chronomètre qui décide pour vous. Voilà, faites-le en mode tranquillou. Alors, question suivante. Quelle période estivale est la plus favorable pour réaliser son GR20? Alors, il faut savoir que la Corse, c'est un pays montagneux, bien sûr, et que en fin de saison, il y a des chutes de neige, et puis ça provoque tout un tas de névé au niveau des cols. Donc, si vous le réalisez au mois de juin, voire début juillet, il faut vous attendre à ce que tous les cols, pratiquement tous, soient enneigés. Ça nécessite l'ajout de matériel et de savoir s'en servir, un piolet et une paire de crampons. Si vous voulez éliminer ces deux éléments-là, il vaut mieux le faire un peu plus tard dans la saison, donc mi-juillet, mois d'août, voire septembre. Moi, personnellement, j'aime bien le faire au mois de septembre. C'est un peu plus cool, il y a moins de monde. La période où il y a le plus de personnes, le plus gros flux, ça va être 15 juillet, 15 août. Là, vous allez avoir toute la masse de people qui seront sur le parcours. Vous en verrez tout le monde à la queue leu-leu. Donc voilà, pour moi, je préfère m'éloigner un petit peu de la foule et garder un petit peu ce côté sauvage. Donc je préfère le faire durant le mois de septembre. Voilà. Alors, question numéro 10. Est-ce que la difficulté du GR20 est à la hauteur de sa réputation? En un mot, oui.
je vous conseille de ne pas le sous-estimer. Faut pas l'oublier, l'un des tracés, l'un des GR les plus difficiles d'Europe. Donc vous allez voir, il n'a de nom que GR, mais par contre sur place, vous allez vous demander si vous êtes vraiment sur un parcours de grande randonnée. Vous allez avoir des passages où vous allez mettre les mains sur les rochers pour vous aider. Il va y avoir des passages équipés de chaînes, de câbles. Donc il va falloir avoir le pied sûr et surtout, n'oubliez pas, vous avez votre charge sur le dos. Donc c'est pas hyper facile de faire de l'équilibrisme alors que c'est la première fois qu'on porte un sac lourd. Voilà, donc faites attention à ça. Oui, le GR20 est vraiment à la hauteur de sa réputation, il est difficile. Alors, dans quel sens le faire? Nord-sud ou sud-nord? Et pourquoi? Alors, moi personnellement, je l'ai réalisé déjà 4-5 fois et je le préconise toujours dans le même sens, c'est-à-dire du nord vers le sud. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la partie nord, c'est-à-dire la partie de Calenzane à Visavone, c'est la partie la plus alpine. Voilà, c'est là où on va découvrir tout l'aspect technique de ce GR20. Tous les passages équipés, les chaînes, les câbles, le vide, le gaz, etc. C'est là qu'on va le découvrir. Donc moi personnellement, je préfère le faire dans ce sens-là, pardon. Pour une bonne et simple raison aussi, c'est que je vais arriver, je vais être frais, je vais être reposé. Donc je préfère aborder quelque chose de difficile tout de suite, étant donné que je suis à 100% de mes capacités. Voilà. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de le faire dans le sens sud-nord pour ceux qui veulent graduer un petit peu la difficulté. Vous allez partir du sud, c'est un petit peu plus roulant, etc. Puis monter gentiment en intensité. Et puis finir par le bouquet final, toute la partie alpine de la partie nord. Voilà. En tout cas, moi, je préfère le faire du nord vers le sud. Alors, question suivante, comment ça s'est passé sur le terrain d'un point de vue orientation, balisage et signalétique? Alors ça s'est très bien passé et ça se passe toujours bien. Le parcours du GR20 est très bien balisé. C'est rare de faire une erreur d'orientation, enfin de parcours. Tout simplement, vous pouvez la faire si vous êtes en train de papoter avec vos collègues. Il y a une faute d'inattention, vous ne voyez pas le balisage qui tournait à droite et là vous avez loupé l'intersection par exemple. Ça peut être dû à ça, les erreurs. Sinon, méfiez-vous lorsqu'il reste des névés. Donc ça c'est plutôt pour la période juin, début juillet. Il y a un système de balisage qui est mis en plus. Pourquoi? Parce que le marquage rouge et blanc grande randonnée qui est peint à la peinture sur les rochers, la neige recouvre tout ça. Donc les agents du parc vont mettre une signalétique avec des poteaux, des piquets orange. Donc vous avez juste à suivre ce balisage là pour traverser l'école. Voilà, ça c'est spécifique plutôt au mois de juin. Sinon le reste de la saison, vous n'avez aucun souci à vous faire. Il y a de la peinture rouge et blanche partout, c'est très bien repéré. Je me permets d'ajouter juste un petit élément pour l'orientation. Il faut savoir que moi je l'ai fait plusieurs fois et sur la multitude de fois que je l'ai fait, le GR20, je n'ai jamais sorti ma boussole ni le GPS, même par des conditions météo très défavorables. Voilà, donc c'est très difficile de se perdre. Le balisage est vraiment parfait. Alors, question suivante. Quelles sont les conditions météo que l'on risque de trouver sur le parcours du GR20 en été? Vous risquez de trouver un peu tout. Tout dépend à la période où vous allez partir. Pour vous donner une anecdote, moi en une semaine de parcours, enfin en 10 jours de parcours, j'ai eu toutes les météos possibles. C'est-à-dire j'ai eu du vent très fort, de la pluie, j'ai eu de la neige, de la grêle et des orages. Et bien sûr le soleil qui vous brûle la peau. Voilà, toutes les conditions climatiques étaient réunies sur les 10 jours. Après, c'est quand même assez rare, mais on est dans un pays montagneux, c'est une île, c'est entouré par de l'eau, donc vous risquez d'avoir des conditions quand même de neige en plein été. Fin août, début septembre, c'est pas rare de voir de la neige, donc faites attention à ces conditions-là. Je tiens à mettre un petit plus en ce qui concerne les orages. Les orages ne sont pas à sous-estimer en Corse. Je crois que c'est en Corse où j'ai vu les orages les plus violents de ma vie pour l'instant. Ce sont des orages de chaleur, ça éclate généralement en après-midi pour en avoir même le matin. Il suffit que les conditions météo sont assez lourdes et puis là ça explose. Si jamais
vous pressentez qu'il y a un orage qui est en train d'arriver, donc un cumulus qui a gonflé, qui gonfle très rapidement, ça commence à se noircir en dessous, ça se transforme en cumulonimbus et paf, ça explose. Restez à couvert. Si vous êtes au sein d'un refuge ou d'une bergerie, restez-y, laissez passer l'orage. Ça va passer en 30 minutes, en 1 heure, et après vous pouvez reprendre la marche. Si jamais, malheureusement, vous vous faites prendre dans un orage, il y a quelques astuces à adopter pour ne pas se faire foudroyer. Parce que chaque année, les orages en Corse, ça crée pas mal de dégâts et il y a des décès qui sont à dénombrer suite à ces orages. Vous glissez, vous faites foudroyer et ça amène tout de suite à un accident, voire mortel. Donc quand vous avez un orage, vous êtes en train de le subir, il faut vous éloigner des crêtes et sans courir. Surtout ne pas courir, sinon vous allez provoquer en fait un couloir et vous allez être le starter de votre foudroiement. Donc faites attention à ça. Vous essayez de quitter l'école très rapidement aussi, puis d'aller vous mettre dans les talveilles, continuez votre parcours. Faites attention aux cours d'eau, les cours d'eau vont gonfler très rapidement. Parce que qui dit orage, dit grosse accumulation d'eau qui nous tombe dessus et tous les cours d'eau vont être très nerveux. Donc faites attention lorsque vous allez les traverser, car il y a des chemins qui traversent les cours d'eau. Voilà. Donc les conditions météo sur le GR20 ne sont pas à prendre à la légère. Renseignez-vous avant de partir et tout se passera bien. Alors, question 14. Comment tu gères pour le pipi room et la grosse commission entre 2 refuges? Alors ça, c'est une bonne question. Bon, malheureusement, des fois, entre 2 refuges, on n'a pas le choix. Il va falloir aller au pipi room ou alors faire la grosse commission. En ce qui concerne le pipi room et la grosse commission, il va falloir vous éloigner au maximum de tout ce qui est cours d'eau, source captée, pour éviter toute pollution. Et puis, pour le pipi room, pour les garçons, vous sortez le spaghetti, c'est bon, c'est réglé. Pour les filles, évitez de laisser les papiers sur le terrain. Et pour la grosse commission, vous avez la possibilité d'acquérir une petite pelle en aluminium très très légère que vous laissez dans le sac. Vous creusez un tout petit peu, vous faites vos besoins, vous recouvrez, comme ça vous laissez un endroit nickel. Les papiers, par contre, je vous invite à les mettre dans un sachet zippé. Vous zippez le tout, vous les gardez, vous allez jusqu'au prochain refuge et vous jetez tout ça aux déchets. Voilà un petit peu comment je fais pour gérer le pipi room et la grosse commission entre 2 refuges. Alors, question suivante, est-ce que l'on peut ravitailler en eau, en nourriture sur le parcours? Et comment ça se passe pour les douches? Alors, tout ce qui est ravitaillement, actuellement en Corse, il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien ravitaillé. Vous avez les bergeries, les refuges. Vous avez éventuellement, lorsque vous passez certains cols, des restaurants, des supérettes. Je parle notamment de Visavone où là vous pouvez faire le plein un petit peu et puis d'autres petits passages où vous pouvez aussi ravitailler. Vous n'avez aucun problème en ce qui concerne le ravitaillement. Pour ravitailler en eau, vous avez des nombreuses sources. Donc si vous avez un topo guide, elles sont notées sur le topo guide. Donc aucun problème, vous ne pouvez pas les louper. Ensuite, pour les douches, vous avez des douches au niveau des refuges. Donc lorsque vous allez y dormir, vous payez une taxe. Bon, pour ceux qui dorment en refuge, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui dorment sous tente, vous avez payé une taxe. Et là, ça vous donne le droit à accès aux douches. Bon, bien sûr, vous avez les toilettes, vous avez l'évier, vous pouvez faire votre lessive. Et puis, vous avez accès à du gaz. Voilà. Donc, au niveau ravitaillement, c'est parfait. Alors, question 16. As-tu fait des rencontres sur le GR20? J'ai rencontré énormément de personnes. Donc le GR20, si vous êtes un petit peu ouvert et puis vous voulez découvrir un peu, voilà, il n'y a pas de problème, vous allez voir du monde. Donc déjà les locaux, donc j'ai rencontré bien sûr tous ceux qui travaillent sur ce tracé, sur ce parcours de GR20, tous les acteurs qui travaillent en refuge, en bergerie. J'ai rencontré des bergers. Et j'ai rencontré énormément de trekkers qui viennent d'un peu partout sur la planète. C'est vraiment assez complet. Il y avait des Américains, des Canadiens, j'ai rencontré des Japonais, j'ai rencontré des personnes qui sont en France et j'ai gardé de très bons contacts avec certains d'entre eux et on est toujours en communication sur les réseaux sociaux. Donc si vous êtes un petit peu communicatif, vous allez pouvoir discuter avec beaucoup de monde et faire beaucoup de belles rencontres.
Alors, dernière question, si tu le refais un jour, tu te fixes combien de jours et en quel mode? Alors, je risque de choisir toujours le même mode, bivouac ultra léger et semi-autonomie. Par contre, si je le refais, je me fixerai un peu plus de jours. C'est-à-dire que ces derniers temps, je l'ai fait en 10 jours. Moi, ce que je voudrais faire, c'est vraiment prendre une bonne quinzaine de jours et là, me permettre voilà, de fixer la tente à un refuge, par exemple, et puis avec les renseignements que j'aurais récupérés auprès du gardien de refuge ou d'autres locaux, me faire un sommet, découvrir un petit peu autre chose hors GR, juste un peu à côté. Voilà, ça c'est une idée. Vraiment prendre le temps, vraiment y aller à la cool, ne pas hésiter même à faire une variante pour aller visiter un village voilà, sous les conseils de locaux. Et puis profiter vraiment en mode contemplatif. Voilà. Donc si ça sera à refaire, je le referai éventuellement dans ce mode-là et certainement l'année prochaine. Donc voilà, cette vidéo est terminée, ce questionnaire touche à sa fin. J'espère que je t'ai apporté un maximum de réponses pour que tu puisses réussir ton GR20 et j'en suis persuadé que si tu t'y attelles un petit peu, il n'y aura aucun problème, tu vas pouvoir te préparer au mieux, prendre toutes les infos nécessaires et puis te faire plaisir sur ce tracé, découvrir cette magnifique aventure. Voilà, je te souhaite tout de bon, je te souhaite un bon GR20. Et puis, n'hésite pas à mettre en commentaire lorsque tu reviendras un petit peu tes impressions sur ce parcours. Ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne réussite et à bientôt. Arvipa! Alors, petit message bonus pour ceux qui suivent la vidéo jusqu'à la fin, pour les abonnés et pour les futurs abonnés. Sachez qu'en 2021, je projette de repartir en Corse sur le tracé du GR20. Et puis, l'année prochaine, je préconise de réaliser ce parcours avec une petite équipe de parfaits inconnus, c'est-à-dire vous, si jamais vous voulez vous joindre à moi. Je veux bien composer une petite équipe un petit peu homogène de 6 personnes, 3 garçons, 3 filles, et puis aller découvrir ce tracé, vous faire découvrir ce tracé et en profiter tous ensemble. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et dans le courant de l'année, on fera une petite sélection, donc soumis à candidature. Et si vous êtes sélectionné, on partira l'année prochaine tous ensemble afin de découvrir ce magnifique GR20. Je vous souhaite à tous bonne randonnée, de profiter un maximum et on se revoit à très vite.